Je te vois frisé là, je Ouais, sais pas si c'est moi normal. aussi je te vois frisé. Je crois que ça a coupé. Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, une nouvelle petite interview sur la chaîne où je reçois un créateur de contenu au franc-parler. Je pense que vous le verrez lors de cette petite interview. Michel de la chaîne Old School is Beautiful. Salut Michel, comment tu vas? Salut, bah ça roule, tout va bien. Michel, créateur de contenu, parce qu'il faut pas dire youtubeur, apparemment c'est dévalorisant ou quoi, donc on va dire créateur de contenu vidéo sur le jeu vidéo et le rétro. Tu es sur YouTube depuis maintenant 2013, c'est ça? Non, tu le sais peut-être mieux que moi, Ah, ouais, ça doit faire ouais, à peu près ça, je ouais. faisais genre, je sais pas, mais oui, 2013, j'ai lu les choses. Et du coup, si tu devais présenter ta chaîne, tu dirais ça comment de manière simple? Comment je dirais ça de manière simple? Ça traite de manière entre guillemets classique de rétro gaming, mais j'essaye de parler de ce que les autres ne parlent pas. Enfin, je dis pas que je fais que ça, mais surtout jeu amateur, ce qu'on appelle jeu amateur, jeu homebrew, donc nouveau jeu sur d'anciennes machines, Ouais. ce qui se développe de plus en plus. Et puis du 3615 My Life de vieux cons, entre guillemets, comme j'aime bien dire, micro-ordinateur, parce qu'on parle toujours de consoles Nintendo, Sega, japonaises. Ouais. Et moi, j'ai été biberonné au micro-ordinateur, et j'aime bien parler de ça aussi, voilà, sur tout ça. D'accord. Et le contenu que tu proposes, est-ce que tu le fais dans la mouvance actuelle, c'est-à-dire tu suis l'actu, ou est-ce que tu fais par rapport à toi ce que tu aimes et t'es pas forcément... Alors, je fais de l'actu pour attirer des gens dans mes Ouais. filets, et puis je fais principalement ce que j'aime en espérant qu'ils restent et qu'ils découvrent, j'espère, des nouvelles choses, enfin des nouvelles choses, des nouvelles anciennes choses, Ouais. ou des nouvelles choses avec des jeux amateurs, des choses comme ça, quoi. D'accord. Tu parlais d'attirer les gens dans tes filets. J'ai vu qu'en 2020, la pêche avait été assez bonne parce que tu avais connu un bon gain en termes de visibilité sur la chaîne. Ouais, ça fait 2 ans où j'ai pas à me plaindre, Ouais. ouais. Est-ce que tu pourrais le justifier? Bah, il y a plusieurs choses, enfin il y a des choses, il y a le partage MO5, l'association MO5, Ouais. c'est le mag MO5, qui a toujours relié mes vidéos. Donc ça joue beaucoup, hein, le partage sur Facebook aussi, Ouais. le partage sur Twitter. Il y a un gros youtubeur qui m'a fait un sacré coup de pub en retweetant 1 ou 2 fois mes vidéos. Ça, on va pas se Sympa. mentir, Ça aide. ça aide beaucoup. Et puis, tout à l'heure, on parlait d'actu, mais il y a aussi... j'essaye de suivre, ce qui est impossible à faire à 100%, l'actu homebrew, c'est-à-dire les nouveaux jeux qui sortent sur les anciennes machines. Et il y a de plus en plus de jeux de qualité, et de plus en plus de jeux de qualité qui intéressent les gens. Et l'info, elle est un peu dispatchée à droite à gauche, et je pense être une des rares chaînes YouTube françaises. Maintenant, il y en a d'autres qui en parlent, mais en tout cas, qui parlent de ces jeux-là, quoi, en fait. De ces nouveaux jeux sur d'anciennes machines. Et il y a quand même pas mal de monde. Par exemple, il y a le Kickstarter d'Irena, Genesis Fury, là, qui est sorti aujourd'hui. Ouais. Et on revoit tout de suite dans les stats que la vidéo est de nouveau regardée. Et j'en avais déjà parlé plusieurs fois. J'essaye de suivre un petit peu les projets, surtout si c'est des projets français comme ça, de qualité, pour, à mon petit niveau, entre guillemets, de les mettre en avant, quoi. Et on voit que ça intéresse de plus en plus les gens, parce que la qualité de ces nouveaux jeux sur, encore une fois, sur les anciennes machines, est là, et donc les gens, ça les intéresse. Donc ils peuvent trouver ça sur ma chaîne. Donc peut-être que ça aussi, ça attire les gens. Après, c'est très vague. Tu sais pas pourquoi les gens viennent, tu sais pas pourquoi les gens viennent pas. C'est le grand mystère de YouTube. C'est ça. Parfois, il y a YouTube qui dit, toi, tu auras de la visibilité à ce moment-là, puis... Mais c'est exactement ça. Quelquefois, t'as des impressions de vidéos, c'est-à-dire les vignettes qui sont montrées par YouTube. Tu sais pas pourquoi, et des fois, t'en as pas, et tu sais pas pourquoi non plus. Donc, en fait, tu sais jamais pourquoi. Et c'est ça qui est drôle, enfin, ou pas.
Si on parle un peu de ton actu, j'ai vu que tu allais sur Twitch Plus maintenant. Donc Alors, pour des raisons que tu as expliquées, je crois, sur ta chaîne. Ouais, bah, ma chaîne, c'est un gros. Alors, je vais employer un mot, pas un gros mot, hein, je vais essayer d'être poli. Ah. Un gros bazar. Je fais un peu tout ce qui me plaît, quoi. Ouais. Vraiment, tout ce qui me passe par la tête. Je vais quand même essayer je vais employer un gros mot, là, rationaliser la chose Oh. en mettant des formats comme la Gazette du Rétro Gaming, en association avec Côté Gamers, qui va mettre en avant justement toute l'info, une partie de l'info nouveauté rétro gaming entre guillemets, des choses comme ça. Mon avis, tout le monde s'en fout, parce que ça j'aime bien faire, donner mon avis parce que le but c'est pas forcément d'aller à contre-courant de ce que les autres pensent. Mais hélas, souvent, je vais à contre-courant de ce que les autres pensent naturellement. Donc pourquoi pas proposer un autre avis aussi. Et puis j'avais envie de pas scénariser, c'est un grand mot, scénariser, de dynamiser un peu mes vidéos, de faire des petites scénettes et tout le bazar. Je viens d'en faire une. Je ne m'étais jamais rendu compte que ça aurait été aussi long à faire. Ouais, bah oui. Mais je me suis éclaté, je me suis marré. Donc cette année, il y aura peut-être moins de vidéos finalement, mais Un peu plus qualitative. Alors qualitatif, c'est pas sûr, mais en tout cas, je me suis bien amusé, j'espère que je m'amuserai autant sur les suivants. Et c'est parce que tu te dis que là, au bout de 7-8 ans sur YouTube, le facecam, ça t'emmerde un peu au final ou Oui, ouais. Prendre la manette et... Alors... Parce qu'on m'a fait une remarque très intéressante. Prendre la manette et jouer à un jeu, et après ça dépend comment tu fais le montage, faut être doué pour réussir à dynamiser tout ça, c'est compliqué. J'ai pas l'ambition, j'ai pas non plus, je vais me vanter de savoir le faire. Mais il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais quand tu testes des jeux de développeurs amateurs, les mecs voient si tu prends du plaisir à ton jeu, voient où tu bloques à ton jeu, etc., quand tu fais de la facecam. Effectivement, sur ce point-là, c'est intéressant. Donc pour certains types de jeux, je crois que je continuerai à le faire, mais pour des jeux, on va dire, des vrais jeux rétro, des jeux rétro, tu vois ce que je veux dire, pas des nouveautés, des anciens jeux rétro. Oui, des jeux de leur époque. C'est bizarre de dire des nouveaux jeux rétro, ouais, bah oui. Des jeux de leur époque. Je pense que ça sera d'autres formes. Voilà. C'est toujours en réflexion. Voilà. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on avance un peu dans cette petite interview. Donc on a pu déjà deviner que tu avais un rapport assez fort avec le jeu vidéo. Et pour essayer d'en savoir plus, on va essayer d'aller dans l'enfance du petit Michel. Quand il était tout bambin, tu es un peu plus jeune que moi. Ah ouais? Non. Ah bah je fais vachement... je fais vachement plus vieux alors. Restons sérieux. Le petit Michel, comment est-ce qu'il découvre le jeu vidéo? Petit Michel, moi la chronologie j'ai du mal, mais alors le premier truc, le truc qui a fait... En fait c'est plus que le jeu vidéo, c'est l'informatique. Ah d'accord. C'est chez ma tante, son beau-fils avait ramené un ZX81. Mmh. Et sur le ZX81, c'était marqué quel est ton nom? J'ai tapé mon nom et l'ordinateur m'a répondu bonjour Michel. Et là, ça a été la révélation. Je veux faire ça. Et après, juste après, sur ce ZX81, il a mis en route un shoot 'em up où le vaisseau spatial c'était un H ou un I qui tirait des étoiles, et les ennemis c'était des carrés qui balançaient des dollars. C'était un Space Invader en caractère, et ça a été une révélation, quoi. D'accord. Et est-ce que tu saurais situer à peu près l'âge que tu avais lors de cette découverte Ouais. Par là, quoi. Je pense que j'étais hyper jeune. Si tu prends le ZX81, j'ai plus les années en tête. Est-ce que tu as délaissé, parce que, je fais une supposition, je me trompe peut-être, je pense qu'avant tu jouais surtout soit avec des copains, soit avec des jouets. Et dès lors où tu as découvert l'informatique, est-ce que tu as délaissé un peu, je vais pas dire les copains, mais est-ce que tu as délaissé un peu les jouets? Pas tout de suite.
même je pense quand j'ai eu mon premier ordinateur à moi, un Yano SC 3000, je pense que j'étais encore très Playmobil et très Lego. Ouais. Mais c'est après quand j'ai eu mon Commodore 64, quand je pense à partir du moment où j'étais au collège, je pense. Où là, ouais, c'était purement jeux vidéo, quoi. Ouais. Purement jeux vidéo et jeux de rôle aussi. Jeu de rôle, Jeux de rôle, livre dont vous êtes le héros. Et j'aurais bien aimé faire du jeu d'aventure sur micro-ordinateur, mais sur Commodore 64, c'était un peu plus compliqué. quasiment qu'en anglais. Et c'est ce qui m'a motivé aussi à apprendre l'anglais le plus rapidement possible, remarque. C'était pas que négatif. D'accord, bah moi, presque tout pareil, sauf que pour l'apprentissage de l'anglais, moi c'était pour les RPG à l'époque, où tu avais très peu de trad à faire, et du coup tu faisais ça en anglais, du coup bah tu parlais un peu le franglais pour pouvoir jouer à ce genre de jeu. Et à peu près, ouais, effectivement, c'est le même. Et c'est là où tes parents comprennent pas, tes parents te voient moins travailler, ils voient tes notes augmenter en anglais. Ouais, t'inquiète maman, j'ai ma méthode. Mais ouais. Et du coup, donc ça c'est ton premier souvenir. Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse un bond dans le futur, c'est-à-dire notre présent, pour savoir si aujourd'hui, je parle pas forcément du contenu que tu proposes sur la chaîne, mais toi en perso, si tu es toujours joueur, à quelle fréquence tu joues encore maintenant? En fait, c'est totalement en relation avec ce que je propose sur la chaîne. En fait. Ah bah d'accord. Je joue quasiment plus qu'à ce qu'on appelle du homebrew, du jeu amateur. Je m'éclate vraiment là-dessus parce que il y a une production de nouveaux jeux et j'ai pas mal de commentaires sur la chaîne, mais qui va jouer à ces jeux de merde? Mais ça m'énerve que testez-les ces jeux de merde. Il y a des trucs. Là, je viens de m'acheter un jeu qui s'appelle Delta Shadow qui tourne sur les nouveaux ZX Spectrum. Parce qu'il y a des nouveaux ZX Spectrum qui viennent de sortir. Alors, j'ai pas ces machines-là, mais ils ont eu la bonne idée aussi de livrer une version compilée pour Windows. Ah, cool. C'est inspiré, enfin, c'est plus qu'inspiré de Power Blade sur NES. Donc, c'est l'équivalent de Power Blade 3, mais qui sont réadaptés sur ZX. Ouais. Et je me suis éclaté sur ce jeu, quoi. En tout cas, c'est un nom qui sent bien les années 80 déjà, Delta Shadow. Ah ouais, mais je me suis éclaté à Bubble, de ceux qui ont fait Micromage sur NES. Micromage, super jeu, on peut jouer à 4 joueurs. Et je joue quasiment. Enfin, j'ai pas retouché à une PS4 depuis plus d'un an. La console la plus récente que j'ai touchée, ça doit être une Xbox 360. Et encore, c'était D'accord. un peu le PC aussi, mais c'est du rétro, du néo rétro, on va dire. Et du coup, ça répond un peu à une question que certains pouvaient se poser et que je souhaitais te poser, c'est savoir si les jeux sur lesquels tu jouais pour ta chaîne, c'était plus par rapport à ton personnage qui teste des homebrew ou si c'était un réel plaisir en fait. Ah non, c'est un vrai plaisir parce que j'en ai développé moi-même. En fait, la chaîne, à la base, pourquoi j'ai fait la chaîne? Je me pose encore la question. Parce que parce que à la base, il y avait deux choses. J'avais envie d'apprendre à utiliser un logiciel de montage et j'avais envie de parler des jeux amateurs. Il y a 2013, tu m'as dit, c'est ça? Ouais. Donc, ça fait combien maintenant? Je préfère ça, 8 ans. Ça va faire 8 ans, quoi. En France, la homebrew, ça... Je sais pas s'il y avait des développeurs français. S'il y avait des développeurs français sur ColecoVision, parce que c'est Yuki, un développeur français, qui m'a donné envie de faire du développement sur ColecoVision, avec son Ghost and Zombies, qui était un hommage à Ghosts and Goblins sur la Coleco. Et comme il y avait peu de monde qui en parlait, il y avait un ou deux sites internet qui en parlaient, je me suis dit, tiens, allez, je vais en parler en apprenant le logiciel de montage, et puis je sais pas, je suis rentré dans le jeu comme ça, quoi, tout bêtement, quoi. Et donc, je parlais de ce que j'aimais, j'ai fait aussi des tutos de programmation de jeux vidéo, des choses comme ça, quoi. D'accord, et du coup, là, le développement de jeux vidéo, c'est quelque chose que tu fais par plaisir ou c'est ton métier maintenant? J'ai arrêté. D'accord, j'ai arrêté. Ouais. Ah non, c'était purement par plaisir. D'accord. Très chronophage, je suppose, non? C'est chronophage. Ouais. J'ai vraiment eu du bol parce que j'avais vraiment essayé. J'avais commencé sur GP32, une console, c'est coréenne, je crois, qui avait un kit de développement open source, qui était livré avec un kit de dev.
Et je savais pas, moi, qu'on pouvait développer sur des machines comme la Coleco, mais on peut développer facilement sur un Mega Drive, la NES, ce genre de choses, quoi. Mais à l'époque, je savais pas. Et j'ai commencé à prototyper un jeu tout bête, et puis à partager ça sur un forum américain, Atari Edge. Puis il y a un éditeur qui me fait bah, tu termines le jeu, je te l'édite. Oh. T'édites mon jeu au format physique en cartouche, le rêve de gosse, quoi. Ah ouais, faut le terminer. Et on m'a donné des coups de main pour les graphismes, pour le debug, etc., etc. Et puis j'en ai fait une dizaine comme ça, parce que bon là j'ai arrêté parce que j'ai fait le tour, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Ouais. Mais ouais, c'était chouette. Et du coup, t'en gardes quand même une belle fierté d'avoir pu faire ça et d'avoir pu être édité pour le contenu que tu proposais ou Ah bah oui, enfin maintenant c'est pas les meilleurs jeux du monde. Non, mais c'est tes jeux. Mais c'est mes jeux. Puis le défi c'était d'adapter des jeux. C'était surtout d'adapter des jeux existants parce que j'ai aucune fibre pour le level design, le game design. Je sais pas faire de graphisme, je sais pas faire de musique. Je sais à peu près coder, quoi. Donc le défi c'était d'adapter des gros jeux entre guillemets d'arcade sur cette petite machine qui est la Coleco, quoi. Comme par exemple Pong que j'ai adapté sur Coleco, Bomb Jack, des choses comme ça, quoi. En gardant l'esprit, on peut pas tout adapter le jeu à 100%, on va se mettre dans les limitations de la machine, mais on va essayer de garder le feeling au maximum de la version arcade du jeu pour l'avoir sur les capacités limitées de la ColecoVision, par exemple. D'accord, bah, super intéressant. Les jeux que tu as proposés, ils sont toujours accessibles, genre veulent les essayer ou c'est Oui, sur ma chaîne, il y a une vidéo qui traîne avec un lien qui permet de télécharger les ROM. J'ai libéré les jeux. Ouais. Et le tout dernier a été édité il y a pas très longtemps chez Côté Gamers, c'est Bomberman Blast 2. Il y a que celui-là que j'ai pas libéré pour qu'ils puissent, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés d'avoir une version physique, liquider leur stock, quoi. Ok, super. On a vu ta découverte du jeu vidéo, on a vu un peu ce que tu faisais maintenant avec le jeu vidéo. Maintenant, on va parler d'une Madeleine de Proust, un jeu ou une console qui aurait pu marquer ta vie de joueur. Le truc est simplement trouvé. Le jeu qui m'a vraiment marqué, c'est Pirate de Sid Meier. D'accord. Pour plusieurs raisons. J'ai acheté le jeu sur la boîte, comme à l'époque on achetait souvent les jeux sur la boîte. Hein. Oui, parce que pas trop d'infos ailleurs, quoi. Il y avait Tilt, mais même celui-là je connaissais pas. Il y avait un joli dessin de bateau pirate dessus. À l'arrière, 152, je dis peut-être une connerie, mais enfin 150 écrans graphiques pour le jeu, etc., etc. Version cassette, j'arrive chez moi, 14 minutes de temps de chargement. Et 0 graphisme dans les menus où tu sélectionnes, où tu fais l'aventure, etc., etc. Toutes les phases d'action avaient les graphismes, etc., etc. Mais toutes les graphismes qui étaient au dos de la boîte n'étaient pas disponibles sur la version cassette. Et méga déception. J'ai voulu aller redonner le jeu pour me faire rembourser. Ouais, bien sûr. Pour publicité mensongère. Le gars me fait les graphismes c'est que sur la version disquette. Je fais je me fais rembourser. Mais non, j'achète plutôt un lecteur de disquette. Il a pas voulu me rembourser cet enfoiré. Donc j'ai gardé le jeu, j'y ai quand même joué et en fait c'est certainement à l'époque le meilleur souvenir de jeu vidéo que j'ai, parce que ça a dû me faire travailler forcément l'imagination, un monde de pirates, un des premiers open world, parce qu'on faisait ce qu'on voulait, hein. C'était vraiment un jeu où tu menais la vie de pirate que tu voulais, etc., etc. Et j'ai réussi à faire abstraction de ces non-graphismes et de vivre, c'est quoi dire, hein, mais de vivre pour un gamin, hein, mais vivre vraiment des aventures extraordinaires. Et puis t'avais quand même toute la partie combat naval qui était graphique, et la partie où fallait acheter de la bouffe pour pouvoir faire des voyages. T'avais une carte, parce que les collectors qu'on a aujourd'hui, c'était les versions de base qu'on avait à l'époque. Bien sûr. Donc t'avais les collectors, la doc, tout le lore, savoir combien de nœuds, je sais des nœuds, on va dire des kilomètres. Donc, prendre de la bouffe, fallait pas que ton équipage se rebelle s'ils avaient plus de bouffe ou s'ils avaient pas assez d'argent, donc fallait quelquefois couler d'autres bateaux pour récupérer de la thune. Enfin, c'était vraiment. T'avais vraiment une gestion. Enfin, c'était un jeu assez complexe. Ça a dû forcer à
à utiliser mon imagination. Et je remercie ce vendeur de ne pas m'avoir repris ce jeu, parce que finalement, j'aurais jamais joué à un des meilleurs jeux du monde pour moi. Voilà. Et est-ce que depuis, t'as joué à la version disquette? Oui, bah oui. Et Ah du coup, oui, ah oui, parce que après, avec j'ai eu un lecteur disquette qui coûtait extrêmement cher, j'achetais plus les jeux parce que j'avais plus d'argent, donc je les copiais. Et oui, bah oui, la version disquette t'apporte les graphismes en plus et des temps de chargement un peu plus rapides, ce qui est pas mal parce que ouais. 14 minutes à chaque fois que tu veux faire une partie d'un jeu, je peux te dire que tu changes pas de jeu tous les 3 minutes, comme on peut faire à l'heure actuelle. Mais écoute, je te propose, sans aucune transition, que nous abordions maintenant la partie questions-réponses, un concept assez novateur qui risque de te surprendre, où je pose une question et où, surprise, tu dois faire une réponse, Wow. en essayant d'argumenter, mais de manière concise. Oui, j'ai bien compris. La première question, elle te concerne. Est-ce que Old School is vraiment beautiful? Pas toujours. Pas toujours, non? Ah non, il y a des sacrés boosts dans le old school, hein, faut dire. Nous sommes d'accord. Les souvenirs HD, le contenu, mais pas toujours. Ah ouais, mais même déjà à l'époque. Ouais. Bah, surtout toi qui es assez fan un peu des ordinosaures, c'est vrai qu'il y a il y a une pléthore de jeux que tu pouvais finir en quelques minutes. Où il y a des jeux complètement injouables qu'on dit cultes, hein, mais qui sont totalement injouables, qui étaient déjà totalement injouables à l'époque et qui sont toujours totalement injouables. C'est le moment de balancer là, hein, Michel. Tu prends Coldron, le premier du nom, c'est la pub qui faisait rêver. Effectivement, le jeu est magnifique, mais le jeu est injouable. Les développeurs ont testé le jeu avec les vies infinies. Donc Ouais. pour eux, le jeu a toujours été trop simple. Donc forcément, faut être un monstre pour réussir à terminer un jeu comme Coldron. Et pourtant, c'est un jeu culte pour beaucoup de monde. Et même pour moi, j'en garde un... Et je le respecte quand même, tu vois. C'est ça qui est bizarre, je le respecte quand même. Mais je pense que c'est rien que pour la pub, l'aura du jeu, quoi. Ah, mais c'est ça. Tu sais, parfois, les gens du marketing, ils sont malins. Hein. Quand t'as une grosse bouse et qu'il faut la vendre, bah, tu fais le plus bel emballage possible pour la vendre. Hein. Ah oui, bah... Puis ça fonctionne. Et ça fonctionne. Puis à l'époque, t'avais pas 10 000 youtubeurs, 10 reviews partout pour te dire si c'était bien ou pas. T'avais un magazine. Tu voyais la pub, t'entourais le jeu dans les 3 Suisses et tu le recevais pour Noël, quoi. Ah, c'est ça, t'avais la pub, tu voyais les screenshots d'arcade, t'achetais la version pour ton ordinateur, et là... c'est pas du tout ça, quoi. Seconde question. Est-ce qu'il y a des jeux récents, par jeux récents, je parle des jeux sur les consoles récentes, donc PS4, PS5 maintenant, qui te font vibrer? La VR. Ah. Ouais. J'y joue pas beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup de place, c'est toujours chiant, mais le truc qui m'a mis une claque, c'est la VR. Je veux dire, la VR, tu m'as demandé de faire concis, je vais faire très simple. La VR, je me suis retrouvé gamin devant la première fois que je vois un ordinateur. C'est-à-dire, j'avais le smile jusque-là, et j'ai halluciné. La VR, je sais pas si encore à l'heure actuelle du monde qui l'a jamais essayé, mais on peut pas comprendre ce que c'est tant qu'on l'a pas essayé. J'avais vraiment des doutes là-dessus. Non, j'avais déjà essayé avec le téléphone portable. Ouais. C'est complètement naze, ça n'a rien à voir, quoi. Donc le PSVR, donc j'aimerais bien tester d'autres trucs de VR, mais bon, il va falloir le temps. Ouais, ça m'a... Pour moi, c'est complètement délirant. Bon, il me faut un sac à vomi sur le côté pour certains jeux. Ouais, quand tu joues des jeux de montagne russe ou quoi, c'est complexe. Je suis hyper sensible, mais ouais, ce qui m'a foutu une claque, c'est la VR. Après, non, je te dis, je joue... Il n'y a aucun triple A, on va dire, qu'on annonce, les Cyberpunk et compagnie, qui me donnent absolument pas envie. Enfin, je veux dire... On va parler des choses qui énervent maintenant. Oh là. Pour toi, je vais te faire 2 propositions. Et je vais pas être concis. Hein. Et tu vas me dire, c'est laquelle qui t'énerve le plus? Ah, ok. Un triple A vendu et qui n'est pas vraiment terminé, mais quand même vendu 80 €. Ou un triple A bien terminé, mais avec du contenu volontairement retiré pour te faire acheter des DLC.
Bah, ça m'énerve pas, puisque c'est devenu la norme. Moi, je les achète plus, donc je m'en fous. Petit point, ordinosaures. Ouais. Est-ce que tu les aimes encore? Ah bah oui. Oui. Bah oui. Ah oui, bah oui. Ça, c'est avec ton affect, mais de manière objective, c'est... oui. Ah oui. Oui. Ah oui, oui. Alors, je programmerai plus dessus comme je le faisais à l'époque quand j'étais gamin. Maintenant, je m'en sers juste pour charger les jeux et j'utilise plus de support magnétique parce que pour moi, ça vieillit. Il y en a qui diront non, que ça se conserve bien. Moi, je prends pas ce risque-là et j'ai plus de place de toute façon. Ouais. Donc maintenant, tu as tous des systèmes à carte SD et compagnie. Et puis, de toute façon, à l'époque, j'étais habitué de ne pas avoir de jeux originaux, donc ça me change pas beaucoup. Mais oui, moi, je préfère jouer sur mes originaux, enfin sur mes bécanes originales que sur émulateur. Même si ça me dérange pas de jouer par fainéantise sur émulateur, parce que t'es pas un faut les rebrancher et tout le bazar, quoi. J'aime bien jouer sur une télé CRT avec la vraie bécane, parce que t'as les défauts de la machine, les défauts visuels de la machine que l'émulateur rend pas forcément. Mais si, moi j'aime bien, mais j'ai même découvert l'Amstrad CPC que j'avais jamais eu en étant gamin. Et je suis tombé amoureux de l'Amstrad CPC, alors que quand j'étais gamin, je disais que c'était de la grosse merde, quoi. C'était la guerre Commodore. Oui, parce que t'avais l'autre, quoi. Parce que j'avais l'autre, ouais, tout simplement. Ah, oui. Et je l'ai découvert il y a quelques années, pas très longtemps, l'Amstrad CPC. Et j'ai même acheté une GX4000, c'est pour te dire. Oui, bah, j'ai vu ta vidéo qui dit combien tu aimes cette magnifique ah ouais, mais avec machine. la donne qui va bien, avec le C4 CPC qui permet d'avoir plein de jeux. Parce que la GX4000 de base, je sais plus le nombre de jeux, j'ai fait le full set, il y a très peu de jeux et très peu de jeux sont bons, mais avec le C4 CPC, il y a plein de gens qui ont adapté les jeux Amstrad CPC pour la GX4000, donc là t'as des centaines de jeux, t'as des trucs qui sont vraiment très chouettes, quoi. Si tu le veux bien. Et j'aimerais que tu me donnes comme ça, de manière exhaustive et rapide, le top 3 des pires manettes de jeu. Le top 3 des pires manettes de jeu, Nintendo 64. Ça c'est sûr. Ouais. Nintendo 64 et Nintendo 64. Question numéro 5, je crois. Pour toi, sortir en 2021 des jeux sur des consoles 16 ou 32 bits, est-ce que c'est un super moyen de faire découvrir la console aux nouvelles générations, ou une manière odieuse de prendre l'argent à des quinquas nostalgiques au gros pouvoir d'achat? Faire découvrir, ça m'étonnerait. Enfin, j'ai un gros doute. J'ai quand même un gros doute. J'ai un gros doute parce que il y a même plein de gens qui ne voient que ce qu'il y avait à l'époque, les hits de l'époque. Il y a plein de gens qui s'en foutent. C'est pour ça que j'essaie de mettre ça en avant sur la chaîne, hein, ces jeux-là, pour leur dire, regardez, il y a ça maintenant qui est bien. Maintenant, prendre de l'argent, sincèrement, vu les petites quantités et la qualité de production de certains éditeurs, et que même tu peux même acheter les ROM, tu peux même jouer avec un Everdrive, ni l'un ni l'autre. Pour moi, sortir des jeux, les nouveaux jeux en 2021 sur 16-32, enfin sur 8, 16, 32 bits, c'est un petit peu cinglé, et j'adore ça. Il faut être un petit peu maso pour faire ça. Pour parler un peu du coup de ces jeux old school faits avec une haute résolution, tu m'offres une parfaite transition parce que je voulais te parler de Street of Rage 4. Ouais. Est-ce que ce jeu plutôt, il t'a satisfait, / émerveillé, / ce que tu veux, ou t'es passé à côté? Alors, je suis passé à côté, enfin je l'ai vu, je l'ai essayé. Ouais. De ce que j'en ai entendu, il est très très bon, il est excellent. Mais je sais pas pourquoi je suis passé à côté. La franchise initiale, t'avais aimé J'avais aimé le 2. Ouais. Le 1, je suis passé à côté. J'ai adoré le 3, mais dans sa version japonaise. Ouais. Parce que la version européenne, elle était censurée. Enfin, je sais pas, j'avais moins accroché, j'ai pas la raison.
Après, je suis pas un fan délirant des Street of Rage, quoi. Je veux dire, mais je suis plus je serais plus hypé par Windjammer 2 si c'est dans la même veine, par exemple. Tu vois. D'accord. Voilà. Mais c'est parce que c'est le style, quoi. Peut-être parce que les beat'em all, il y en a encore plein qui sont bien et que j'ai pas fait sur les Capcom CPS2, enfin, ce genre de choses, quoi. Voilà. D'accord. Je peux pas te dire plus. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse la dernière question, qui n'est pas vraiment une question d'ailleurs, mais plutôt un exercice de style, car je suis que tu es une personne de style. Tu vas avoir 1 minute de libre antenne pour faire l'éloge de la Neo Geo Mini. Tu veux que je fasse le faux cul? Non, la Neo Geo Mini, je peux pas faire l'éloge de la Neo Geo Mini. C'est quoi tous les points positifs, c'est quoi? Mais je sais pas quel est le point positif. Alors, le point positif, c'est que t'as un objet de déco qui est plutôt joli. Très bien. Ça. Les points négatifs, c'est que t'as pas un vrai stick arcade. T'as pas des boutons ou toucher agréables et avec à la limite le positionnement, soit, admettons, mais le toucher pas agréable. Et à l'intérieur, t'as pas des jeux d'arcade, t'as des jeux de la console. Tu peux pas mettre des crédits, etc., etc. C'est un hybride. Pour tout te dire, je me suis commandé, j'espère que je vais bientôt la recevoir, une Paokidi A12, justement une mini borne d'arcade un peu plus grosse. On peut mettre ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'un produit chinois a l'air d'être de meilleure qualité, plus logique que ce qu'ils ont proposé avec la Neo Geo Mini. Il y a un truc de pas logique dans cette machine, quoi. Ils ont surfé un peu sur cette machine des consoles mini et comme on parlait encore de la limite, l'Astro City Mini, je l'ai pas acheté, elle est trop chère de toute façon, et j'en ai une vraie, donc pas besoin d'une mini. Me paraît plus logique dans ce qu'elle propose. Maintenant, je l'ai pas essayé, mais ça a l'air d'être un vrai stick, ça a l'air d'être des vrais boutons, et il y a une offre de jeu qui est vraiment une offre de jeu d'arcade. Voilà. D'accord. Mais écoute, c'est cohérent, quoi, plus cohérent. Écoute, je te remercie pour cette magnifique éloge sur la Neo Geo Mini. Dès que j'aurai besoin de faire un petit papier sur les consoles comme ça, j'hésiterai pas à te demander pour. Si je les ai testées, oui. Et on va tout doucement maintenant se diriger vers la conclusion de cette émission. Du coup, pour conclure, Michel, les actus à venir sur ta chaîne, est-ce qu'il y a des choses que tu peux dévoiler à court ou moyen terme, ou c'est un secret que tu gardes précieusement? Non, il n'y a pas de secret. J'ai mon planning qui est fait. Alors, pour une fois, je suis en retard. J'ai que des vidéos que jusqu'à mi-février seulement. Ça va, c'est correct. Non, il y a un truc qui va arriver où j'ai essayé, ce que je disais, où j'ai essayé pas de scénariser, de rendre le truc plus dynamique, avec plus d'humour. Pas gagné, hein. En gros, c'est 0 budget et 100% nanar. On verra ce que ça donnera, comment les gens vont réagir. Où j'ai pompé pas mal chez les autres. Hein. Je me suis inspiré pas mal de chez les autres. Je vais dire que c'est un hommage, mais c'est un petit peu du gros pompage, mais j'ai envie de le faire en le détournant. Enfin, pas en le un peu en le détournant, quoi. Ouais. On verra si ça sort ce week-end ou le week-end prochain. J'attends encore un guest qui doit me faire une voix. Oh. Et on verra comment ça réagira. Ça marche. Mais je me suis marré à le faire, donc c'est le plus important. Ok. En tout cas, ce que je ferai, c'est que je mettrai les liens vers ton YouTube, tes réseaux sociaux, et je crois aussi que tu as un blog. Ouais. Enfin, quand je dis je crois, je sais. Hein, mais un coup de temps en temps, quand j'ai envie de m'exprimer, mais c'est vrai qu'il est pas alimenté de manière très régulière, le blog. Ouais. C'est plus les coulisses de la chaîne, à la limite le blog. D'accord. Ça marche. Et en tout cas, Michel, je te remercie une nouvelle fois d'avoir pris le temps pour cette petite interview. Je vois qu'on est à un peu plus de 50 minutes d'enregistrement. Quand même. On va voir ce que je peux faire.
Je vous invite, moi, à aller voir du côté de sa chaîne si vous aimez bien tout ce qui est, comme il le dit, rétro nouveau. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le partage, l'abonnement, et même si vous n'avez pas trop aimé. Merci encore une fois, Michel. Salut Michel. Salut YouTube. Ciao. Pour la vidéo, je te dirai de toute façon quand est-ce que je la sortirai. Je pense que ce sera sûrement, on est le 12, soit fin janvier, soit début février.